Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Franck Letendre, qui est directeur général de la société Dropbox France. Franck Letendre, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, c'est la tradition dans cette émission, l'invité de la semaine, de nous faire part de votre actu passée ou un peu plus ancienne qui a retenu votre attention. Et je sais qu'il y a dans d'autres industries, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, quel est l'élément qui a retenu votre attention? Voilà, on a la chance d'avoir eu il y a quelques jours, quelques semaines, Vivatech et la France mis un peu sur le devant de la scène quant à son dynamisme dans le domaine de la tech. J'ai trouvé très intéressant de voir également l'intérêt qu'ont porté des grands dirigeants de sociétés américaines en passant à l'Élysée sur invitation du président Macron pour Tech for Good, et un certain nombre d'annonces qui ont été faites en termes d'investissement dans les années à venir. On parle de plusieurs dizaines, centaines de millions de dollars, qui montrent qu'il y a un vrai appétit pour les talents et les compétences des ingénieurs français. Donc voilà, je suis passé moi-même sur Vivatech, j'ai été surpris de voir également à quel point maintenant le rapprochement entre le monde industriel et le monde des startups se fait de plus en plus important. On a pu avoir par le passé l'idée que la France était très bonne en recherche fondamentale, si je puis dire, et toujours un peu plus de mal à aller sur des sujets appliqués. Et là, je vois les grands groupes, les grands noms de l'industrie française qui s'affichent et qui mettent en avant des partenariats et qui aident finalement à faire monter les startups et aller quelque part transformer en argent sonnant et trébuchant. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant et ça montre vraiment une réelle dynamique en France ces dernières années. Alors vous connaissez la formule, en France il y a beaucoup de start mais pas beaucoup de up. En gros l'idée c'est que effectivement il y a un foisonnement de start-up. Le problème français d'ailleurs qui, si on regarde par rapport à l'Allemagne, on dit en Allemagne il y a beaucoup de PME mais en France il n'y en a pas assez. Le problème français c'est qu'il y a beaucoup de start-up mais il y en a assez peu qui émergent sur la scène internationale. Il y a moins de licornes effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une espèce de point d'inflexion et que il y a des éléments qui feront qu'on va changer de nature? Disons que quand on regarde le verre à moitié plein, le côté très positif, c'est qu'il y a de plus en plus de startups. Donc je pense que ça dénote d'un état d'esprit. Il y a une volonté d'aller utiliser, d'aller rendre des services et trouver des moyens innovants de compléter ces services. Il y a un certain nombre d'annonces en termes d'investissement qui ont été faits. On voit des initiatives comme Station F, par exemple, qui permettent de créer des espaces qui vont favoriser l'émergence de ces startups. On parle d'investissement de 300 millions en France pour financer justement ces startups. Donc il y a quand même une volonté et une dynamique qui, de mon point de vue, sera forcément favorable et en tout cas porteur d'un futur pour ces entreprises. Bien, ok, alors parlons un peu de Dropbox. Je ne sais pas si on peut vous classer encore dans la catégorie startup, puisque vous avez été créé en 2008, donc c'est pas si vieux que ça. Tout le monde, enfin tous nos lecteurs connaissent Dropbox, je ne veux pas vous demander de nous expliquer ce que vous faites, mais pour rappeler les choses simplement, en gros, Dropbox fournit un service de stockage et de partage de fichiers. Je pense que c'est comme ça que moi je le définis. Je ne sais pas si c'est conforme à votre définition à vous. Vous pouvez compléter. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est il y a 10 ans, on proposait ça, c'était effectivement très très bien. Aujourd'hui, dans un univers un peu, j'utilise un terme un peu simplifié, mais de cloudification, si je puis dire, où il y a de très nombreux acteurs et beaucoup de gens qui proposent ce genre de choses, comment on arrive à se distinguer? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il va falloir inventer autre chose? Alors, Dropbox, effectivement, Dropbox a été créé en 2007, on fait nos 11 ans 2007. Cette année, voilà. On a eu effectivement un modèle de croissance virale à l'origine vers le monde du consommateur. Vous, moi, dans le cadre de besoin d'accéder n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel device, à ces fichiers, ces photos de vacances et autres. Et cette croissance très rapide a fait qu'on a aujourd'hui créé une plateforme qui compte 500 millions d'utilisateurs et qui se distingue avec deux façons. La première, c'est qu'il y a une adoption massive. Donc, on a la plus grosse plateforme aujourd'hui collaborative. Et deux, les usages qui se sont développés au fur et à mesure vont bien au-delà du stockage et de la synchronisation de fichiers.
Aujourd'hui, on permet à des entreprises de toute taille, des individus, mais également des entreprises de toute taille, elles sont pas loin de 300 000 quand même aujourd'hui à utiliser les versions payantes de Dropbox, d'utiliser les fichiers et de collaborer, d'inviter des gens à se connecter et à travailler en temps réel sur des fichiers, au point où le document le plus stocké dans Dropbox, c'est pas de la photo ou de la vidéo, c'est Excel. Voilà, assez surprenamment. Et on voit des usages de plus en plus qui se développent sur des fichiers vidéo, sur des fichiers AutoCAD, par exemple, des gens sur des plans 3D, et qui dénotent vraiment de plus en plus d'un usage d'entreprises, de professionnels, qui vont... parce qu'un des problèmes, finalement, qu'elles rencontrent tous les jours, c'est que pour faire le travail, elles ont des données qui sont dans des silos différents, dans des applications différentes, et il est assez difficile d'avoir un endroit centralisé dans lequel on peut facilement exploiter ce contenu. Ça, c'est la promesse de Dropbox aujourd'hui, c'est en ça qu'on se différencie, c'est en ça qu'on fait évoluer l'outil, et c'est en ça qu'on simplifie finalement un problème qui est un problème essentiel dans les entreprises, qui est le temps qu'on passe à organiser son travail, versus le temps qu'on passe à réaliser son travail. Et est-ce que vous faites la promotion de cas d'usage, j'allais dire use case, mais de cas d'usage, parce que précisément vous avez un service qui est, on va dire, basique, entre guillemets, mais qu'on peut utiliser de manière extrêmement différente pour beaucoup d'usages différents, et il faut avoir un peu d'imagination. Donc est-ce que finalement la tâche pour vous, c'est pas de montrer aux gens toutes les possibilités de votre plateforme? Alors c'est un vrai enjeu. Moi-même, tous les jours, quand je rencontre des clients, je suis toujours épaté par ce qu'ils font de Dropbox. Donc je découvre des nouveaux usages tous les jours. Pour autant, on a quand même réussi à constater qu'il y a un certain nombre d'industries dans lesquelles aujourd'hui Dropbox est particulièrement bien déployé, est particulièrement utilisé et rend des services vraiment au quotidien. On a des grands groupes dans les médias, on a TF1 en France par exemple, on a la BBC en Angleterre, on a News Corp aux États-Unis, qui sont des grands groupes qui aujourd'hui dans leur collaboration interne mais également externe, parce que c'est des métiers où il y a beaucoup de freelance, il y a beaucoup de contracteurs, enfin, vous connaissez ces métiers au moins aussi bien, voire mieux que moi. C'est des métiers où il y a des enjeux de collaboration, où il faut aller vite, il faut pouvoir partager des fichiers, il faut annoter, on est en mobilité, il faut pouvoir accéder à ces données. Voilà, je suis journaliste, je suis sur le terrain, j'enregistre une émission, il faut que le fichier vidéo, le fichier son, je puisse l'envoyer. Effectivement, voilà. C'est exactement le cas d'usage. C'est exactement le cas d'usage. Donc ça, typiquement, dans les métiers des médias, Dropbox est très très largement déployé. Dans ces cas d'usage, mais également pour simplifier l'accès et l'utilisation d'outils professionnels. Donc voilà, il y a des outils très particuliers pour faire du stockage de gros fichiers vidéo. Dropbox n'offre aucune limite en termes de stockage, donc j'ai un fichier vidéo de 500 gigas, je peux l'uploader dans Dropbox, et j'ai des fonctions d'annotation sur un stream d'une vidéo, par exemple à un endroit précis, je peux l'arrêter, je peux mettre un tag avec Dropbox et faire du commentaire sur de la vidéo. Ce que peu d'outils finalement proposent. Et ça, je peux le faire depuis ma tablette, depuis mon téléphone. Donc voilà, ça c'est des cas d'usage. On s'intègre également avec, voilà, je suis dans les médias papier, je fais la conception, la maquette de mon, voilà, j'utilise une vision pour faire mon maquettage. Bon bah il y a un plugin qui permet d'utiliser plus facilement son InVision à partir de Dropbox. Oui. On a comme ça déployé un peu plus de 300 000 API aujourd'hui qui permettent de connecter, d'interconnecter Dropbox avec des applications métiers. Alors, il y a une question d'actualité à laquelle vous ne pourrez pas échapper, puisque Dropbox s'est introduit en bourse, et les introductions en bourse étaient relativement rares ces derniers temps. C'est introduit en bourse en mai dernier, donc introduction à 21, je crois, $ l'action, et c'est monté assez vite, et puis c'est stabilisé à 30 $, donc ce qui représente une capitalisation boursière de Dropbox qui est au-delà des 10 milliards de dollars. Donc, en fait, c'est une super licorne, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, mais il y a 1 milliard, 10 milliards, donc... La prochaine étape, ce sera peut-être 100 milliards. Toujours est-il que finalement, cette introduction dans un environnement qui est relativement difficile et qui n'était pas favorable aux introductions ces derniers temps, c'est pas trop mal passé. Donc, quelles ont été finalement vos réactions par rapport à cette introduction ? D'abord, on est très content effectivement du succès de cette introduction. Maintenant, c'est pas un aboutissement, c'est une étape. C'est un moyen pour faire autre chose. Voilà, effectivement. Donc, Dropbox a toujours été assez clair quant aux enjeux que représentait l'IPO, l'introduction en bourse. Donc voilà. Donc là, on se félicite effectivement qu'elle ait été très bien accueillie par les marchés. Je pense que ça témoigne effectivement ça confirme notre modèle économique. On avait précédemment l'IPO toujours communiqué sur le fait que Dropbox était cash flow positif, EBITDA positif, qu'il y avait un modèle économique qui était déjà performant, qui était déjà rentable. Donc en ça, l'IPO ne fait que confirmer effectivement et rendre visible
le modèle économique et le succès du modèle économique de Dropbox. Alors justement, parlons du modèle économique. Vous avez déjà cité un peu les chiffres, si on les résume, pour faire simple, 500 millions d'utilisateurs au total, mais seulement, alors vous avez cité 300 000 entreprises payantes, ça représente à peu près 11 millions d'utilisateurs payants. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre les deux? C'est-à-dire que ce modèle freemium, finalement, est-ce qu'il ne tire pas trop du côté du free et pas assez du mium? C'est-à-dire que, et d'ailleurs, est-ce que votre politique commerciale n'est pas un peu trop alors, passive, entre guillemets? C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai pu comprendre et lire, finalement, c'est l'utilisateur qui passe du modèle gratuit au payant. Il n'y a pas d'incitation, enfin, il n'y a pas de politique commerciale de votre part pour le faire. Donc, est-ce que de ce point de vue-là, vous allez un peu changer votre fusil d'épaule, ou est-ce que vous pensez que votre modèle, il est bien rodé et qu'il va faire en sorte que... Parce que si on regarde, dernier point, si on regarde les résultats des années passées, bon, il y avait quand même des pertes, 300 millions en 2015, 200, enfin les ordres de grandeur, 200 en 2016, 100 en 2017, donc ça va dans le bon sens. Premier trimestre 2018, il y a eu un petit accident, mais donc comment vous voyez les choses de ce point de vue? Alors, il y a beaucoup de questions. J'essaie de les reprendre dans l'ordre. Alors concernant les pertes, alors celles qui étaient annoncées, on a fait effectivement nos annonces résultats au premier trimestre 2018. Les pertes sont des pertes techniques qui sont assez classiques dans le cas de l'IPO, donc c'est vraiment tous les frais engagés et les sorties d'un certain nombre d'actionnaires, donc il y a des pertes naturelles qui se génèrent au moment d'un IPO, d'une introduction en bourse. Donc il n'y avait pas de phénomène particulier? Non, c'est vraiment, pour le coup c'est purement technique, c'est vraiment lié à l'introduction en bourse. Le modèle économique de Dropbox, il est effectivement, comme vous l'avez dit, il est très bien rodé. Il a très bien fonctionné ces 10 dernières années, dans une démarche qui était effectivement pas une démarche commerciale particulièrement agressive. Vous n'aurez jamais vu de marketing Dropbox, ou de publicité Dropbox, ou de prospection de vous ou moi pour vous inciter à utiliser Dropbox. En fait, Dropbox s'est développé de façon virale. Il rend un service. Lorsque les gens veulent plus de services, effectivement, ils ont la capacité à passer sur un modèle payant. Mais en général, ils le font, j'allais dire, de bonne grâce, puisque ça leur permet de continuer à évoluer autour de l'usage qu'ils ont de Dropbox. À côté de ça, on a une activité... Oui, je vous interromps parce que la manière avec laquelle vous l'exprimez, si on regarde par exemple des entreprises comme Facebook ou Google, ils sont beaucoup plus punchy. C'est-à-dire qu'en gros, on sent bien que le moteur de la guerre, c'est de faire de l'argent. Là, on a l'impression que vous êtes un peu plus décontracté de ce point de vue-là. Bon, écoutez, je sais pas, peut-être, sans doute, j'en sais rien. C'est pas comme ça qu'on le vit en interne. Si vous voulez, on est sur encore une fois, un modèle où chaque entreprise a son modèle économique. On ne monétise pas la donnée du client, par exemple. Encore une fois, on propose un service. D'accord ? Ce service, c'est un service annuel que les clients sont libres ou pas de souscrire. Et on ne fait aucun usage particulier. On n'est pas un modèle orienté vers la publicité, par exemple, ou sur de la monétisation des données des clients. On propose un service et les gens accèdent ou pas, ou payent ou pas à ce service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on accompagne, comme je l'expliquais précédemment, une évolution quand même qui est en place depuis pas mal d'années maintenant, qui est le passage de Dropbox dans le monde de l'entreprise. Qu'on soit de professionnels, de TPE, PME, qu'on soit des ETI ou des grands groupes, il y a de plus en plus aujourd'hui d'appétit et de besoins auxquels Dropbox peut apporter des réponses. Et donc là, on a des équipes commerciales partout dans le monde qui, elles, sont organisées, structurées autour d'industries particulières, parce qu'on sait que l'utilisation de Dropbox dans le monde de la construction, quand on est sur un chantier, qu'il faut accéder à ses plans ou faire des mains courantes, c'est complètement différent que quand je suis dans l'industrie lourde, où je dois communiquer, je sais pas moi, des plans d'une chaîne de montage à installer dans une usine au Brésil. Enfin, donc on a comme ça organisé nos équipes commerciales pour adresser et être au plus près des besoins spécifiques de ces clients. Et puis également, on a tout un écosystème quand même qui est autour de Dropbox, un écosystème de partenaires, un écosystème de technologie qu'on encapsule, ou en tout cas auquel on va simplifier l'accès. Et on travaille aussi avec nos équipes de business développement, nos équipes partenaires, à identifier ces partenaires, les faire monter en compétences et simplifier l'intégration de Dropbox à ces outils, ou vice-versa. Très bien. Comment, alors c'est une question un peu bateau, mais effectivement, ce service de base, vous l'avez enrichi, mais comment, dans les 2-3 années qui viennent, est-ce que finalement ça va être un business as usual, comme on dit en beau français, c'est-à-dire que ça va continuer comme ça avec plus de clients, ou est-ce qu'il y a une orientation avec de nouveaux services qui vont apparaître et qui vont compléter votre offre ?
Alors, on voit effectivement, encore une fois, il y a un problème aujourd'hui qui est très prégnant, qui est très présent dans le monde de l'entreprise. C'est, je le disais tout à l'heure, c'est le temps qu'on passe à essayer de retrouver ces informations, le temps qu'on passe à essayer d'organiser son travail. Il y a une étude de McKinsey qui dit que voilà, on passe plus de 60% de son temps à organiser son travail, et un peu moins de 40% à le réaliser, effectivement. Donc, vous voyez, il y a un potentiel et une promesse de valeur quand même assez considérable à laquelle Dropbox prétend pouvoir apporter une solution. Ça, c'est la première chose. Du coup, cela dit, je vous arrête tout de suite, finalement classer ces documents dans Dropbox, il faut le faire de toute façon, parce que si on les empile dans une boîte virtuelle, après on s'y retrouve pas. Oui, alors il y a les dimensions stockage effectivement, mais il y a un outil qui s'appelle Dropbox Paper par exemple, qui est un outil qui permet d'organiser son contenu et qui permet à travers une trame assez simple d'accéder à son document Excel, à son fichier vidéo, à son budget, à ses PDF, à tous les documents qu'on peut être amené à utiliser dans le cadre d'un projet, quand on travaille en équipe. On simplifie considérablement l'accès unifié, centralisé à ces documents, sans savoir où ils sont stockés. Donc ça, c'est une première chose. On travaille sur des aspects de machine learning, par exemple. On ne fait pas du machine learning juste pour le plaisir de faire du machine learning, mais la machine peut également, lorsqu'on connecte Dropbox Paper à son agenda, par exemple, comprendre le type de document dont vous allez avoir besoin pour démarrer la réunion qui est dans 1 heure ou dans 2 heures. Et donc le système de Dropbox va vous proposer en haut les documents, les 5-6 documents dont vous pourriez avoir besoin. Donc on ne va plus les chercher. Typiquement. Et là, les évolutions sur lesquelles on travaille, c'est simplifier ça. En fait, constamment, toutes les évolutions qu'on propose en Dropbox, c'est simplifier la façon de travailler. Et ça concerne tout le monde ou c'est juste pour la catégorie Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. La beauté de Dropbox, c'est qu'il y a un seul Dropbox, qu'on soit consommateur final ou qu'on soit une entreprise de dizaines de milliers de salariés, c'est le même Dropbox. Donc la seule différence entre le payant et le gratuit, c'est le volume. Alors, il y a des différences, effectivement, le volume de stockage en est une. Il y a effectivement des consoles d'administration qui est nécessaire pour que les équipes informatiques, notamment les grands groupes, puissent organiser, piloter ce qui se passe, provisionner, déprovisionner des machines. Enfin, voilà, on peut imaginer tout le synchroniser Dropbox avec l'annuaire d'entreprise, intégrer du single sign-on, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc il y a des fonctionnalités plus techniques. Le nombre, un nombre d'appels illimités sur des API par exemple, l'intégration de Dropbox à des systèmes tiers. Voilà, donc il y a des fonctions beaucoup plus avancées dans les versions Dropbox Business, parce qu'on a bien une gamme qui s'appelle Dropbox Business, qui se distingue du Dropbox classique. Mais la plateforme, le socle, l'outil, c'est exactement le même. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Franck Le Tendre, merci beaucoup. Merci à vous.